La France vient de mettre la plus grosse douille à ses citoyens qu'un pays pourrait faire de toute son existence. Ouvrez aujourd'hui X en France avec un contenu libre. Si vous ne tombez pas immédiatement sur des contenus d'extrême droite, c'est que vous êtes mal organisé. On a des équipes qui vont intervenir immédiatement. Si elles n'agissent pas immédiatement, alors oui, on pourra à ce moment-là... Couper les réseaux sociaux. Bien sûr, ça fait partie, encore une fois, mais c'est la loi qui va le faire. Vous avez des chaînes YouTube qui partent aux États-Unis parce que la liberté d'expression a été considérablement entamée. Il y a une semaine, j'ai sorti une vidéo qui semble dystopique, où j'explique, avec preuve à l'appui, que l'Angleterre avait décidé de contacter YouTube en leur demandant les accès à l'algorithme pour pouvoir mieux gérer YouTube, puisque l'Angleterre en a marre d'avoir des tas de vidéos qui sont anti-vague migratoire, anti-gouvernementales, et donc le gouvernement anglais voulait diriger YouTube en Angleterre. Et j'avais expliqué dans ma vidéo il y a une semaine que ça allait bientôt nous tomber sur le coin de la tronche aussi en France, et qu'on allait peut-être même subir pire. J'espérais vraiment, sincèrement, j'espérais avoir tort. La France a décidé de faire 1 milliard de fois pire. Je vous l'assure, je vous le dis tout de suite, c'est la fin de la démocratie en France. On est foutu, mais là c'est grave. Tout a été filmé, je vais tout vous montrer dans les détails, mais pour faire très court, pour les personnes qui n'ont pas du tout le temps, la France va essayer d'appliquer la loi et c'est parti pour être appliqué, parce qu'apparemment il n'y a personne qui est contre dans le gouvernement. La France veut et sûrement va récupérer le contrôle total de toutes les plateformes de réseaux sociaux en France. Le contrôle total. Et ils ont déjà annoncé ce qu'ils voulaient faire avec. En fait, je crois que vous allez vous-même avoir du mal à croire à tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et tout a été filmé. La prochaine élection présidentielle et les législatives qui suivront pourraient devenir pour notre pays des moments de grande vulnérabilité sur le plan de l'information, mais une cible aussi pour des manipulations venues de l'intérieur. Que se passerait-il en effet si une personnalité, un courant de pensée, un parti politique décidait de le mettre au service d'un projet politique en utilisant les réseaux sociaux comme une arme? Sommes-nous prémunis de tout risque d'ingérence intérieure? Donc ils veulent le contrôle total de ce qui est accessible comme information sur tous les réseaux sociaux. Ils veulent aussi pouvoir avoir la main totale sur l'algorithme YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Ils veulent pouvoir décider de A à Z les vidéos qui sont mises en avant, les vidéos qui ne sont pas mises en avant. Ils veulent avoir le droit de pouvoir bannir, supprimer n'importe qui comme ça. Et ils ont même commencé à faire leur liste d'influenceurs, de YouTubeurs qu'ils considèrent comme de confiance. Ils vont leur donner du blé, ils vont les payer. Et en plus de ça, ils vont les mettre en avant, leur offrir des centaines de millions de vues pour qu'on ne puisse voir qu'eux et les autres, évidemment, qui ne seront pas sur cette liste magique, vont être supprimés, invisibilisés, mais totalement. Ils s'en cachent même pas. Il y a même des noms déjà, des personnes qui vont mettre en avant. Ils ont cité par exemple Hugo Décrypte comme un média qui est de confiance d'après le gouvernement et qui donc évidemment recevra de l'argent, mais aussi sera mis en avant. C'est assez incroyable parce qu'en plus de ça, ils veulent avoir la possibilité de supprimer totalement la monétisation de toutes les personnes pour lesquelles ils estiment qu'ils ne devraient pas pouvoir générer de l'argent avec leur contenu. En clair, la démocratie, peut-être qu'en fait c'est surfait. J'en profite pour vous dire que j'ai de moins en moins confiance à ce qui va se passer dans notre pays par rapport aux réseaux sociaux, aux plateformes, à YouTube. J'ai vraiment la moitié de mes vidéos qui se font péter, en fait, qui sont complètement démonétisées. On est 1 million plus ou moins sur la chaîne YouTube, il y a beaucoup de vues, et malgré tout, comme vous pouvez le voir sur mes vidéos, il n'y a aucun placement de produit, c'est simple, il n'y a aucune marque qui souhaite m'approcher, ne serait-ce que me toucher avec un bâton, d'accord? Donc j'ai ouvert un site internet qui ne récolte aucune donnée et qui vous permet de me soutenir si vous le pouvez, que ce soit ponctuel ou abonnement mensuel. Je le répète, il n'y a aucune donnée qui sont collectées. Rien, nada. Donc, si vous voulez me soutenir, le lien est dans la description, le lien est en commentaire épinglé. Les soutiens ne servent pas à débloquer des trucs en plus. Ça permet simplement à ma chaîne YouTube de continuer. Et j'en parle maintenant parce que c'est fort probable que dans les semaines ou les mois à venir, cette chaîne ne fasse plus 300 ou 400 000 vues par vidéo, mais peut-être 40 000 ou 50 000. Donc autant vous mettre au courant maintenant. Ingérence intérieure. Ils inventent un concept qui est le concept d'ingérence intérieure. Vous qui êtes quand même avocate, vous avez été conseiller d'État, vous avez été ministre des Affaires européennes, vous êtes la première femme juge constitutionnelle en France. Alors, on confierait une mission de service public et de censure, puisque vous pouvez suspendre une plateforme, suspendre son algorithme, empêcher un média de percevoir des recettes publicitaires. On n'a jamais vu ça depuis l'Union soviétique, jamais. Vous avez des chaînes YouTube qui partent aux États-Unis parce que la liberté d'expression a été considérablement entamée au Royaume-Uni. Eh bien, chez nous, ça va devenir la même chose. Je pense que les gouvernants et ceux qui ont exercé le pouvoir depuis des décennies ont peur du peuple.
parce que Pour le vous, peuple c'est ça. ne les suit pas. Peur du peuple. Il y a peut-être des personnes illuminées ici qui me diront que ça n'existe pas, l'ingérence extérieure. Et c'est vrai, ça n'existe pas. En vérité, ça a existé qu'à un seul moment de notre histoire, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand on parlait des Juifs et qu'on parlait aussi de la Révolution française. Ça, c'était considéré par le gouvernement en place à l'époque comme une ingérence antérieure. Et du coup, comme punir, sanctionner uniquement la désinformation, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir contrôler les médias généraux qu'on connaît tous et qui sont déjà contrôlés, mais il faut aussi pouvoir contrôler les médias indépendants, les médias d'Internet, les lanceurs d'alerte. Et ces personnes-là, il y a probablement une petite partie qui fait de la désinformation. C'est facile de les sanctionner. Mais il y a une grande partie qui ne désinforme pas, mais qui n'a pas le discours que l'on souhaiterait avoir, que le gouvernement souhaiterait pouvoir voir et partager sur les réseaux. Du coup, dans leur application de nouvelles lois, ils ont inventé, avec ce système d'ingérence intérieure, la désinformation, mais aussi la malinformation et les troubles à l'information. J'espère que vous saisissez ce que je suis en train de dire. C'est écrit noir sur blanc. Ils demandent à pouvoir sanctionner avec des peines, mais aussi simplement avec des suppressions, des bannissements des réseaux, des personnes qui informent sur des vrais faits, donc qui ne disent pas de bêtises, mais cette information, le fait qu'elle soit divulguée et partagée, pourrait créer des problèmes au sein de la cohésion de notre gouvernement. Et ça, il va aussi falloir pouvoir les punir. Je me répète parce que je sais que c'est dur à saisir ou à croire. Ce qui leur dérange, c'est que des personnes puissent partager un contenu soutenant un récit de désinformation sans faire d'affirmations fausses. Donc ce serait un youtubeur, un tweetos qui va désinformer en vidéo, mais il va pas mentir. Et il va pas dire de trucs faux. Mais c'est de la désinformation. Mais par contre, il ment pas. Il modifie pas les chiffres, il truque pas, ce qu'il dit c'est vrai. Mais il désinforme. Vous arrivez à comprendre parce qu'en vérité, il n'y a pas grand monde qui arrive à comprendre. Il rajoute aussi quelque chose qui s'appelle la mésinformation. La mésinformation, c'est quand tu informes d'un sujet avec une crédibilité qui est plutôt faible, moyenne, donc on peut pas démontrer que c'est faux, mais tu partages quand même l'information. Il y a un créateur qui a donné son avis pile poil sur ce paragraphe-là, et je trouve qu'il est extrêmement précis. Là, on va pas punir la désinformation, puisque ce n'en est pas une. On va punir le délit d'opinion. Le fait que quelqu'un partage une information, une opinion, qui est différent de ce que le gouvernement voudrait voir sur ses plateformes et au sein de ses concitoyens. C'est-à-dire que tu n'as pas une opinion qui est validée par la propagande actuelle du pays, et bien dans ce cas-là, tu désinformes. Tu dis pas de trucs faux. Ce que tu dis, c'est factuel, c'est réel. Mais ton opinion peut poser problème, même s'il est vrai. Donc tu désinformes, donc tu seras puni. Et c'est écrit noir sur blanc, lisez bien, écoutez bien. Finalement, d'après eux, le principal obstacle à l'application d'une loi comme celle-ci, c'est la difficulté de la définition juridique du mot vérité. Beaucoup de fake news sont en réalité des interprétations tendancieuses, mais de choses en vérité réelles. Et pour pouvoir punir, pour pouvoir sanctionner quelqu'un qui désinforme et qui ment, il faut prouver qu'il ment en fait. Il faut prouver que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité de l'information. Mais dès qu'on insère dans ce concept-là de la désinformation qui est en réalité la vérité, mais qui est quand même considérée d'après le gouvernement comme la désinformation, voilà, aux yeux de la loi, actuellement, c'est difficile de pouvoir punir, c'est difficile de pouvoir mettre des peines, en fait, à des gens qui ne mentent pas, mais pour lesquels on aimerait bien dire qu'ils mentent. Donc, pour ça, ils ont besoin de modifier à plus large échelle notre loi, de donner plus de pouvoir à l'Arcom, de donner plus de pouvoir à notre gouvernement pour qu'il puisse avoir plus de puissance au sein d'Internet, des réseaux sociaux, et de pouvoir punir correctement les gens, même quand ils ne mentent pas, mais en disant qu'ils mentent. Et vous comprenez le problème, là. Quand ce dossier-là, il y a quelques jours, va être rendu public, il y a beaucoup de personnes qui vont être choquées, et qui vont se mettre à, évidemment, tweeter, faire des articles, en expliquant que c'est un peu bizarre, quand même, la démocratie, faut m'expliquer, mais normalement, c'est pas trop ça. Et donc, ce monsieur va répondre publiquement. Notre rapport sur les zones grises de l'information suscite beaucoup de réactions de la part de l'extrême droite. Donc ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire que si tu es un citoyen français et que tu trouves ça choquant qu'on retire un petit peu tout le bénéfice même de la démocratie dans un pays, ça veut dire qu'on est d'extrême droite. Donc là, on a des gens du gouvernement qui nous expliquent noir sur blanc qu'on n'aura plus la possibilité de s'exprimer en fait, de donner notre opinion si on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Parce que c'est ce qu'ils nous expliquent. Et le gouvernement nous répond « Non, mais attendez, vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'on retire votre opinion d'Internet ?
mais vous êtes d'extrême droite un peu, non ? C'est sûrement ça. On est sûrement d'extrême droite de pas être d'accord avec le fait de plus pouvoir donner son opinion sur le net. Et là, je vais vous montrer des scènes qui sortent tout droit d'une bande dessinée. C'est pas possible. Ces mêmes personnes qui sont en train de nous appliquer toutes ces lois n'ont jamais utilisé de leur vie YouTube ou Twitter. Enfin, ils comprennent même pas comment ça fonctionne. Déjà, premièrement, ils vont dire ça. Effectivement, il y a une série de vidéos ou d'articles. Celle qui apparaît en premier, c'est l'AFP sur les images de la recherche de Liana, la petite fille. Et puis un article de RFI sur la visite du ministre algérien en France, un article du Journal de l'Humanité sur l'armée israélienne au Liban, un autre de C'est à vous sur Xenia Fedarova. Qui choisit les articles ou vidéos qui sont ainsi mis en avant ? C'est un algorithme qui va choisir en fonction des sources présentes sur la plateforme. Donc là, YouTube France, que la personne qui lui répond, c'est YouTube France. YouTube France lui dit, en fait, c'est un algorithme. Et donc, voilà, vous avez vu ça, mais c'est un algorithme, en fait. Il y a d'autres propositions. Le Sénat n'a toujours pas compris à ce moment-là, faites-moi confiance, il n'a toujours pas compris ce qu'est un algorithme, comment ça fonctionne, que YouTube, en fait, partage des offres et des propositions différentes en fonction du compte qui est connecté à YouTube, et il va surenchérir. Alors, parce que quand on déroule un petit peu, on trouve d'autres reportages, France 24, RFI, France Culture, d'accord. Et puis on tombe par exemple sur deux reportages de Frontières. On se dit pourquoi Frontières mis au même niveau que France Culture, que France 24, etc. Ça c'est l'algorithme. Pourquoi Frontières, c'est au même niveau et c'est proposé à côté de France 24, AFP, LFI pourquoi ? Donc déjà, ce qui le dérange, il a une liste devant lui d'une dizaine de médias différents qui lui parlent du même sujet. Il va y avoir 2 vidéos sur 10 ou 15, il va y avoir 2 vidéos d'un média de droite ou d'extrême droite qui est Frontières. Et il va pointer du doigt, non mais pourquoi ils ont le droit d'être affichés sur YouTube en fait, limite, je comprends pas là. Pourquoi eux, on leur permet de traiter d'un sujet médiatique comme ça ? Et donc YouTube leur dit, mais c'est un algorithme. Et à leur place, je pense que j'aurais même pu à la patience, je leur ai dit, mais vous êtes débiles ou quoi ? Un algorithme, c'est pas la même chose. Et donc, pendant qu'ils sont en train de discuter, il y a toute la commission, en fait, autour, qui est en train de réaliser que devant eux, ils ont chacun leur propre page YouTube et ils n'ont pas les mêmes propositions. Et là, ils font mais attendez, mais moi, j'ai pas les mêmes vidéos que vous sur la page d'accueil YouTube. Moi, j'ai pas la même page. On est d'accord. Non, moi aussi, c'est très ciblé. Ouais. Donc, c'était enfermé dans ton algorithme, en fait. Alors, vous voulez dire que je regarde il y a autant Frontières. Regarde Frontières sans ça. Ça y est. Il y a Non, alors, ça y attendez, est, oui. au moins on a une révélation, tu es démasqué. Prends mieux certaines réactions. J'ai pas du tout les mêmes. Attendez, mais Et donc là, il se rend compte, de ce que j'ai compris, peut-être que j'ai tort, mais là, il se rend compte, même avec la petite blague qu'on entend sur le côté, que si on lui propose du Frontières pas mal, c'est parce que lui-même, il regarde les vidéos de Frontières sur YouTube. C'est pas l'eau, ça. Bah merde alors. en fait, ma question, c'est derrière tout ça, il y a une ligne éditoriale, même si elle est individualisée personne par personne. Mais si vous me proposez un tel article que vous ne proposez pas au sénateur Vial, il y a un choix et donc il y a Enfin, il n'y a pas de choix éditorial, c'est-à-dire que c'est un algorithme qui va déterminer en fonction des historiques que vous avez visionnés. Il y a 2 historiques sur YouTube qui sont l'historique de visionnage et l'historique de recherche et qui vont aider à vous proposer des recommandations personnalisées. On n'a pas parlé de la manière dont l'algorithme fonctionne, mais on utilise 80 milliards de signaux pour être sûr que, comme Justine le disait, on vous propose le bon contenu et surtout que vous ayez une expérience de visionnage qui soit satisfaisante sur la plateforme. Et donc là, il ose dire, d'accord, il n'y a pas de ligne éditoriale forcée par YouTube, mais en vérité, il y a quand même une ligne éditoriale forcée par YouTube, puisque chaque personne a sa propre ligne éditoriale. YouTube, il vous propose, en fonction de son algorithme, des vidéos qui vous plairont, parce que le but de YouTube, c'est que les gens restent sur YouTube. Donc si YouTube, il découvre que rapidement, t'aimes les vidéos sur les Lego, il va te proposer plein de vidéos sur les Lego. Si YouTube, il voit que t'aimes les vidéos qui parlent de sauvetage d'animal, peu importe, il va t'en proposer plein. T'aimes les bagnoles, il va te proposer plein de vidéos sur les bagnoles. Mais en face, la commission, elle saisit pas correctement. En fait, c'est pas qu'elle saisit pas le fonctionnement, c'est qu'elle saisit pas pourquoi on ne force pas une ligne éditoriale à tout le monde. Pourquoi on leur laisse le choix de regarder ce qu'ils aiment, les gens ? On devrait plutôt leur forcer une ligne éditoriale que nous, on choisit. C'est un peu ça, en fait, ce qu'ils sont en train de mettre sur le plateau. Et ça devient encore plus ridicule. Parce que là, on a la commission qui va demander à YouTube, pourquoi quand on pose des questions à YouTube, c'est Google qui nous répond ? vous nous avez répondu à notre
questionnaire et on vous remercie bien entendu. Mais les réponses que vous nous avez envoyées proviennent de Google à Irlande Limited. Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu les liens entre YouTube et Google, parce que ça a entraîné une certaine confusion du coup quand on pose des questions à YouTube, c'est Google qui nous répond. Non mais je suis désolé. Il a toujours pas compris la réponse de YouTube, donc il va leur répondre, mais c'est quoi le rôle de YouTube France par rapport à Google? Alors, je vais le dire au cas où. Peut-être qu'en tant que citoyen lambda de France, vous le savez pas, mais en même temps, c'est pas votre taf, d'accord? Mais YouTube a été racheté par Google il y a des années déjà, pour 1,5 milliard ou quelque chose comme ça. YouTube, c'est Google. En fait, c'est la même chose. YouTube et Google, c'est la même chose. YouTube appartient à Google. C'est son métier. C'est son métier, là, en fait. Il y a une commission, il y a une audition qui est organisée. Il est même pas au courant que YouTube appartient à Google et il demande, mais pourquoi quand je pose des questions à YouTube, c'est Google qui me répond? Mais c'est pas possible. Mais c'est ces gens-là qui décident du futur de notre pays, en fait. Mais ils sont aussi tombés sur Twitter. Donc ils ont convoqué Twitter France et ils leur ont posé les mêmes questions. Hein, mais pourquoi vous mettez pas en avant des médias qui seraient sélectionnés par nous d'avance, une étiquette, un truc où dans l'algorithme ils sont poussés en avant, où on peut être certain que ce sont des bonnes informations. Pourquoi sur Twitter vous laissez tout le monde s'exprimer comme ça? C'est pas normal. Est-ce qu'il y a une quelconque autre manière dont les contenus de journalistes professionnels sont mis en avant sur X? Et est-ce que vous seriez opposé à mettre en place, et ça c'est la question qu'on pose systématiquement, mettre en fait une forme de labellisation pour ces médias? Sur le label, c'est quand même un sujet essentiel. Mais bon. Au moment où on se parle, en tout cas, il n'y a pas de labellisation des médias. C'est ça, c'est votre question. Non, est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée dans l'absolu? À titre personnel, je ne vais pas m'exprimer sur le sujet. Mon opinion, je pense, n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça m'aurait intéressé. Et Twitter va leur répondre de nouveau que déjà, c'est le but en fait. C'est ce que Elon Musk a toujours voulu sur Twitter. C'est pour ça qu'il a racheté Twitter, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Mais ils vont aussi démontrer que cette idée reçue comme quoi Twitter pousse la droite, l'extrême droite, et pas l'inverse, c'est faux en fait. C'est faux parce que l'algorithme entier est disponible en open source au grand public. N'importe quel scientifique, n'importe quel codeur, n'importe quel gouvernement peut mettre les mains publiquement dans l'algorithme de Twitter. L'algorithme de Twitter ne pousse personne en avant. Il ne vous montre que ce qui vous intéresse le plus. Contrairement à certaines allégations formulées à notre rencontre, X n'impose pas de contenu à ses utilisateurs sur la base d'un biais politique de la plateforme. Le contenu que vous êtes amené à voir est sélectionné sur la base de ce que vous trouvez le plus intéressant et le plus pertinent. Si vous le souhaitez, vous pouvez également choisir de ne consulter que le contenu des comptes que vous avez décidé de suivre. C'est dans cet esprit que X a bâti son action autour de principes de fonctionnement fondamentaux. En premier lieu, la neutralité de notre algorithme. Notre algorithme de recommandation n'est pas conçu pour favoriser un quelconque courant d'opinion, acteur politique ou candidat. Publié en open source sur GitHub, il est accessible à quiconque souhaitant vérifier le fonctionnement, autorités, chercheurs, experts. Si actuellement, depuis plusieurs mois, depuis 1 ou 2 ans, sur Twitter, on a l'impression qu'il y a la droite et l'extrême droite de partout, c'est parce que justement, en fait, la droite et l'extrême droite s'est fait chasser des plateaux télé, s'est fait chasser des médias mainstream. En fait, à la télévision, elle n'a plus sa place, en fait. Elle n'a plus sa parole. Il n'y a plus son mot à dire. Alors, certaines personnes vont me dire, non, mais il y a encore CNews et quelle chaîne? Oui, d'accord. Il y a 1, voire 2 chaînes qui ont un courant politique qui est de droite ou d'extrême droite, sur toutes les autres chaînes de télé qui existent en francophonie. Donc oui, la droite et l'extrême droite, elle s'est fait chasser et ils se sont tous retrouvés sur Internet, parce qu'il n'y a que là-bas qu'ils peuvent parler. Mais le gouvernement, ça commence à le déranger. Non, mais ils existent encore, ces gens. Donc maintenant, il faut pouvoir réguler là où ils ont le droit encore de discuter entre eux. Donc oui, sur Twitter, on peut avoir l'impression que la droite et l'extrême droite est poussée en avant. C'est juste parce que c'est peut-être difficile à admettre pour beaucoup de personnes, mais les droitards n'ont pas disparu. Et c'est une pensée qui grossit de plus en plus, en fait, dans notre gouvernement, même en Europe tout entière, sur la planète tout entière. On a voulu les invisibiliser à la télé, mais ils n'ont pas disparu pour autant, en fait. Ils existent encore, ces gens. Et là où, en termes d'intervention, c'est criant de vérité, c'est que sur Twitter, pour ceux qui n'utilisent pas la plateforme, je vais vous l'expliquer vite fait, il y a ce qu'on appelle les community notes, les notes de la communauté. Donc en fait, pour pouvoir contrer et combattre en fait les fake news sur Twitter, n'importe qui, dès qu'il y a quelqu'un qui va poster un tweet, un message sur Twitter, n'importe qui peut décider de répondre avec une note de la communauté, il y a des votes, et dire si oui ou non c'est faux en fait. Et donc les grosses fake news sur Twitter, il faut savoir que très rapidement, elles sont notées comme fake news. C'est très rapide. Et à chaque fois, on va avoir
quelqu'un qui va mettre des articles sourcés, qui va expliquer que non, ça c'est faux, ces dates elles sont pas vraies, ces vidéos-là, elles datent pas de la semaine dernière, elles datent d'il y a 4 ans dans un autre pays. Bref, ça c'est bien géré tout ça. Et dans la commission, dans l'audition, ils vont dire oui, mais les notes de la communauté, est-ce que vous pouvez prouver que ça soit vraiment du fact-checking? Peut-être qu'il faudrait en fait donner l'accès uniquement ou mettre en priorité l'accès à ces debunks de fake news à des médias qu'on pourrait mettre dans une liste, qu'on choisirait, des médias auxquels on croit. Community Note, c'est une innovation qui n'a pas d'équivalent afin de stopper la propagation à grande échelle et à haute célérité de la désinformation. Ça veut dire que X lui-même, soit directement, soit indirectement avec des partenariats, par exemple avec des médias traditionnels, n'intervient pas dans les notes. Non. Vous n'avez aucun partenariat, par exemple, je citais l'AFP, mais je pourrais citer d'autres organismes de presse reconnus comme tels, n'a un partenariat avec X pour intervenir dans les notes. Pas de partenariat, en revanche, rien ne les empêche, eux, à titre individuel, avec un compte personnel, de rentrer dans le programme Community Note. Et comment est-ce que vous pouvez vérifier que ces notes ne sont pas instrumentalisées par des groupes malveillants ou des entités étatiques ou non étatiques? Donc non seulement ils veulent réguler l'intégralité de l'information sur Internet, mais les outils qui permettent de dire si oui ou non une news est fausse, ils veulent donner ce droit aux mêmes personnes qui vont déjà réguler la plateforme. Mais de A à Z, ils veulent la mettre à l'envers. C'est même plus une carotte en fait là, c'est une aubergine. Enfin bref, je sais même plus quoi en penser de tout ça. C'est une catastrophe. La démocratie n'a plus aucune valeur dans nos pays si tout ça s'est appliqué comme ils le souhaitent et ils veulent bientôt l'appliquer. Je vous rappelle que si vous voulez me soutenir, l'avenir me semble très flou, d'accord? Vous pouvez cliquer sur le commentaire épinglé, sur le lien en description. C'est entièrement sécurisé. Il n'y a aucune donnée qui sont gardées. Les serveurs ne gardent rien. Vous serez totalement anonymisé. C'était Théo et on se retrouve là très bientôt pour une autre vidéo. Il faut créer définitivement cette commission d'information du public. Donc il faut, et je vous proposerai, dans une petite loi là aussi très courte, qui va être adoptée au Conseil des ministres en cette fin du mois de juillet, de multiplier par 3 les peines encourues pour celles et ceux qui commettent justement la production de faux contenus d'information en période électorale.